Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Nous entrons aujourd'hui, grâce au privilège que nous avons d'accueillir Madame Benedetta Papasoli au cœur de notre séminaire. Nous avons eu des séances cadres, pour ainsi dire. D'abord, l'histoire de cette formule, quelque part dans l'inachevé, de Rilke à Jankélévitch, puis la condition fondamentale de l'inachèvement de l'œuvre, puisqu'elle attend son lecteur, son destinataire. Troisièmement, le statut présent de l'œuvre au moment où tout change. L'œuvre se multiplie, l'art conceptuel a largement franchi les limites de l'objet unique, authentique, identifiable. Nous avons vu donc le statut juridique de l'œuvre à l'époque présente. Maintenant, nous entrons, comme je le disais, au cœur de notre problème, puisque nous aurons une série de conférences consacrées à quelques exemples fondamentaux de l'inachèvement. Aujourd'hui, Pascal, je remercie très vivement Philippe Sellier d'être là. Donc, ce sera une journée entièrement pascalienne. Après, il y aura une nouvelle perspective sur Piranèse, avec tous ces dessins où l'inachèvement est même un projet. Troisièmement, Léopardi. Et puis, nous terminerons avec, encore une fois, des problèmes un peu théoriques portés par le XXe siècle, avec les deux dernières conférences. Benedetta Papasoli est elle aussi au cœur de ce chemin, puisqu'elle a fait une magnifique édition des Pensées de Pascal qu'elle a traduite en langue italienne, et puis du fait qu'elle s'est toujours occupée des éléments de la tradition spirituelle au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Je rappelle notamment, elle est dans les deux mondes, dans la langue et la tradition italienne et dans la tradition française. En italien, Gli spirituali italiani e le grand siècle. Après, la lettera e lo spirito, la lettre et l'esprit, thème et figure du XVIIe siècle français. Ensuite, Dimore dell'assenza e dell'attesa, et encore, plus tard, en 2000, Volti della memoria nel grand siècle. Après, nous trouvons un livre fondamental qui m'est très cher, Le fond du cœur, figure de l'espace intérieur au XVIIe siècle, publié chez Champion en 2000. Et ensuite, un grand texte encore, La mémoire du cœur au XVIIe siècle, une série très importante d'articles sur les moralistes français et sur les grands auteurs de ce grand XVIIe siècle. Racine notamment, Fénelon. Vous vous rappelez les 4 conférences que Mme Papasoli a données sur Fénelon il y a 2 ans, conférences qui sont devenues maintenant un beau livre, Le sourire de Mentor, publié encore une fois chez Champion. Elle a aussi dirigé un fascicule de la revue que nous avons le plaisir de co-diriger, consacré au baroque et jansénisme, 2 figures qui semblent ne pas s'allier et qui ont trouvé dans ce fascicule des bonnes raisons de parenté. Dans l'esprit de ce parcours, la conférence qu'elle nous propose a comme titre « Pascal, la distance et l'inachevé ». Donc, il y a en même temps l'œuvre et le regard sur l'œuvre, et je suis très heureux de lui donner la parole. Il y aura une pause à un moment donné, disons autour d'11 heures, quand elle aura terminé la première partie, et puis nous reprenons tout de suite après. Merci beaucoup.
Je remercie Carlo Orsola de cette présentation et je lui dis ma joie d'être dans cette salle et l'honneur dont je suis très consciente d'intervenir dans le cadre de ce séminaire au programme particulièrement intéressant et suggestif. Pascal ne pouvait pas manquer, disons, dans le cadre d'un cycle sur l'inachèvement. Mon titre instaure un rapport entre la distance et l'inachevé. Donc c'est par la clé de la notion de distance que je me propose d'aborder la problématique de l'inachèvement chez Pascal. Quelques mots d'introduction seront nécessaires. La catégorie de la distance semble s'imposer comme fondamentale pour l'anthropologie de nos jours. Elle relève du lexique médical, thérapeutique. La bonne thérapie se base sur la juste distance entre le médecin et le patient. Des recherches philosophiques se présentent comme philosophie de la distance. En philosophie politique, la question de la distance du citoyen par rapport à l'État a été enquêtée. Des réflexions sociologiques sur l'altérité et la différence approfondissent la dialectique distance-proximité dans sa valeur fondatrice de tout équilibre social. Et bien sûr, les sciences de l'univers jouent avec l'idée de distance entre des formules mathématiques et l'émotion d'inimaginable dépaysement. Mais le siècle de Pascal n'est pas un terrain d'enquête moins fertile pour ceux qui cherchent à établir des définitions opératoires ou des emplois, disons, des usages de l'idée de distance. La pensée de Descartes d'un côté, celle de Leibniz de l'autre, mettent les fondements pour une pensée moderne de la distance entre progrès mathématique, questions de perspective, analyse de la perception sensorielle. Ce siècle qui a tant travaillé sur des questions d'optique, ce tâche qui constitue une étape fondamentale pour l'évolution de l'idée de conscience, ne pouvait qu'enrichir, disons, des déclinaisons de l'idée de distance réelle ou métaphorique, mathématique ou symbolique, mesurable ou incommensurable, finie ou infinie. Qu'est-ce que l'esthétique du XVIIe siècle, sinon un art de l'éloignement? Je reprends un titre bien connu de Thomas Pavel. Et en termes philosophiques, qu'est-ce que la conscience, cette invention de la pensée cartésienne et post-cartésienne, sinon une distance intérieure, cette distance de soi à soi qui rend possible la dynamique de la réflexion. Or, si l'on consulte les lexicographes anciens, Furetière, entre autres, la constellation des synonymes de distance ouvre de nombreux axes de recherche et, si j'ose dire, de rêverie. Espace, intervalle, éloignement, différence. En deçà de cette nébuleuse synonymique, un mot nous fait signe par l'identité du radical qui le relie à distance, c'est distinction. Et au-delà de la même nébuleuse, d'autres notions s'ouvrent, comme séparation, absence, déclinant l'idée de distance dans des situations affectives que la littérature dramatique ou romanesque de l'époque entre Bérénice et la princesse de Clèves pourrait nous apprendre à reconnaître. Depuis Furetière jusqu'à l'encyclopédie, un exemple théologique et philosophique donné comme cas limite accompagne la définition de distance. La distance entre le créateur et la créature est infinie.
D'autre part, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert infléchira l'imaginaire de la distance, imposant l'image toute cartésienne de la ligne droite et la brevitas de la définition mathématique, le plus court chemin qu'il y a entre deux points, deux objets, etc. Il est temps de déclarer l'usage que je ferai ici de la catégorie de la distance. Dans la première partie de cette conférence, je me propose de faire miroiter librement ce prisme autour de l'œuvre pascalienne pour rappeler par ce biais quelques aspects essentiels de la problématique du texte des pensées. Ici, je m'excuse avec les spécialistes, notamment avec M. Philippe Sellier, si je m'attarderai un peu sur un état des lieux, disons, sur une description de la question. Dans la deuxième partie, je solliciterai de plus près les fragments de Pascal en relevant les occurrences du mot distance dans les pensées, l'emploi que Pascal lui-même a fait de ce mot, un emploi qui me semble infiniment intéressant, et en construisant des hypothèses de lecture qui ne seront pas sans rapport avec la question du milieu où l'écriture de Pascal s'installe entre achèvement et inachèvement. Le génie de la lecture, en particulier de la lecture de Pascal, a affaire de façon substantielle à la question de la distance. Sur le plan philologique et herméneutique, quelles lunettes nous garantiront la juste distance de cette œuvre étrange qui, à un certain stade de sa vie, a campé dans l'espace, suspendu à des fils sous forme de feuillets irrégulièrement découpés, obéissant à une rationalité mystérieuse, et qui, à un autre stade, a été couché, collé sur d'immenses feuilles de papier, obéissant au pur hasard, ou presque, à la convenance matérielle. Je paraphrase Pascal lui-même. Diversité, la théologie est une science, mais en même temps, combien est-ce de science? Un homme est un suppôt, mais si on l'anatomise, sera-ce la tête, le cœur, l'estomac, les veines, chaque portion de veine, le sang, chaque humeur du sang? Une ville, une campagne, de loin, c'est une ville et une campagne, mais à mesure qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis à l'infini. Tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne. Les pensées sont un livre, mais en même temps, de combien de livres s'agit-il? Si on les anatomise, sont-elles encore un livre? À mesure qu'on s'approche, ce sont des liasses, des discours, des propos, des mots isolés, des mots raturés, des traits de plume, des fleurons, etc. La distorsion a lieu aussi dans le temps. À mesure qu'on effeuille les différentes éditions, qu'on compare les titres, la disposition, les contenus, la diversité devient vertige. On ne peut même pas dire que tout cela s'enveloppe sous le nom de pensée. Étant donné que les éditeurs ont utilisé tour à tour le titre de Pensée sur la religion et sur quelques autres sujets, pensée, discours, cela est arrivé, fragments, frammenti, c'est une édition italienne bien connue par Enea Balmas, et que le grand hyperonyme, le nom même du genre auquel l'œuvre de Pascal se rattache, l'apologie de la religion chrétienne, est révoqué en doute et n'existe pas telle qu'elle dans les tout premiers témoignages du milieu et de l'époque de Pascal. La question de la distance pourrait concerner essentiellement le lecteur et coïncider avec une problématique de la réception. Il y a des étoiles fixes dans les cieux de la littérature ou de la philosophie et d'autres singulièrement mobiles, qui s'éloignent ou se rapprochent, sans que les causes de ces alternances soient toujours
évidente. Les pensées appartiennent à un ciel mobile et dramatique, traversé par des renversements du pour au contre. Ce n'est pas le cas maintenant de parcourir les grands tournants de la réception de Pascal. Du moins faut-il remarquer à quel point la dimension pascalienne, j'utilise ici une catégorie critique avancée avec bonheur par une savante italienne, Ines Scaramucci, dans son livre La dimensione pascaliana da Leopardi a Montale. Donc cette dimension pascalienne a triomphé dans la première moitié du siècle court et tragique, le XXe. Mais à moins d'un siècle de distance, on peut se demander qu'en est-il de l'héritage de Pascal. C'est qu'une distance étrange et inédite se creuse entre la haute spécialisation des études pascaliennes, jamais aussi fertile, exhaustive et impeccable, comme depuis le grand renouveau qu'il y a eu dans Jean Ménard et Philippe Sellier, ces génies tutélaires, et une menace concrète de désaffection, voire d'oubli, dont les jeunes générations étudiantes risquent d'être les victimes. Mais pour ceux qui souhaitent mesurer une distance, les pensées elles-mêmes sont-elles un objet stable, un point fixe? Force est de constater l'instabilité du pacte de lecture qui a pu être instauré au fil des différentes éditions entre le lecteur et le livre introuvable. L'énorme travail philologique qui, au cours du XXe siècle, a complètement démantelé les présentations traditionnelles des pensées, a-t-il eu l'effet d'accroître ou de raccourcir la distance entre le lecteur et le livre? Certes, l'ouvrage jadis si fragile, menacé d'inexistence, a occupé un espace de plus en plus grand dans les rayons des bibliothèques, dans la culture, grâce aux monumentales éditions phototypiques, à la constitution d'un corpus pascalianum où toutes les différentes étapes de la philologie et de l'exégèse devraient être représentées. Le lecteur est alors à plein titre un lector in fabula, personnellement concerné par l'aventure d'une textualité ouverte. Le critère philologique qui a prévalu depuis la moitié du XXe siècle, restituer les pensées au plus près de l'état dans lequel Pascal les avait laissées, a raccourci de façon étonnante la distance entre le lecteur et l'écrivain. On est introduit dans le chantier de l'écriture pascalienne. On en saisit les stratégies. Je cite un beau livre de Laurence Souzini. On épie derrière l'épaule de l'auteur chaque rature, chaque correction, chaque mouvement de la plume. En particulier, l'entreprise, par ailleurs interrompue, elle aussi, de Paul Ernst, qui, à partir des données matérielles des fragments de Pascal, a essayé de reconstituer les feuilles originales et donc la chronologie réelle des fragments, obtient de créer un état de bouleversante intimité entre le lecteur et l'écrivain au travail. Par contre, la distance s'est accrue, me semble-t-il, entre le lecteur et le livre, qui n'admet plus aucune lecture ingénue. Lire les pensées demande des initiations de plus en plus sophistiquées. La médiation critique, quelques notions philologiques, le récit même de l'origine du texte et de sa restitution infinie ne peuvent plus être escamotés. Après tout, la nécessité d'une lecture en anamorphose était déjà postulée dès l'origine dans la préface d'Étienne Perrier à l'édition de Port-Royal, qui invitait à lire le recueil organisé par les amis et les familiers de Pascal avec une sorte de strabisme, en comparant le livre réel au livre idéal que Pascal aurait pu écrire et dont la préface d'Étienne Perrier offrait le plan.
Je cite, « On peut dire que si Dieu eût permis qu'il eût travaillé quelque temps à à l'ouvrage qu'il avait dessein de faire sur la religion et auquel il voulait employer tout le reste de sa vie, cet ouvrage eût beaucoup surpassé tous les autres qu'on a vus de lui. » C'est inconditionnel. On espère même qu'il y aura peu de personnes qui, après avoir bien conçu une fois le dessein de M. Pascal, ne suppléent d'elles-mêmes aux défauts de cet ordre et qui, en considérant avec attention les diverses matières répandues dans ces fragments, ne jugent facilement où elles doivent être rapportées suivant l'idée de celui qui les avait écrites. Dès le début, le lecteur était donc sollicité à opérer une projection, à interpréter l'existant par l'inexistant et le livre réel par ce livre possible, ce livre idéal qui a un peu accompagné l'histoire de la philologie, de la critique pascalienne, dont le souvenir du neveu de Pascal et d'autres pascalins comme Philo de la Chaise garantissait le parcours. Cette manuductio qui éduque le lecteur et finalement le laisse seul face au possible est une gageure, aujourd'hui encore plus actuelle. Ne fût-ce que pour aider le lecteur à prendre conscience de ses propres options de lecture, car une bifurcation fondamentale s'impose. Choisit-on d'aborder les pensées par des critères de lecture redevables à l'esthétique moderne du fragment et de l'inachevé, une lecture à plein titre contemporaine? Choisit-on au contraire la contextualisation, l'écoute des témoignages, l'apprentissage de ces lois de géométrie projective qui font entrevoir les directions du travail de Pascal et avancer par l'inachevé vers l'achèvement? Autrement dit, quelle sorte de distance choisissons-nous de mettre entre nous et l'œuvre de Pascal? Celle qui dérive de notre position d'héritier, de lecteur des poètes aphoristes, capable de saisir la modernité, l'immédiateté mystérieuse de bribes de textes qui devaient paraître opaques aux lecteurs de l'époque de Pascal, ou bien l'autre distance, celle de l'anamorphose, de la recherche du point de vue, peut-être introuvable, mais unique, depuis lequel les matériaux de pensée s'ordonnent dans la perspective du livre absent. Pascal, après Montaigne, aurait peut-être invité à tenir ensemble les deux bouts de la chaîne. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Une feuille erre loin de l'arbre qui la porte, l'arbre du texte qui la porte. Il y a une mesure autosuffisante de beauté dans la prosodie du fragment, dans sa structure doublement binaire par la répétition du syntagme substantif plus adjectif et par l'effet d'écho entre éternel et infini, qui imprime à la phrase une amplification, rendant brusque la chute brève m'effraie. Si l'on accentue la dimension du fragment lyrique, les mots auront un sens le plus possible indéterminé. Le verbe lui-même résonnera de façon mystérieuse, un peu comme le vers de Leopardi « Ove per poco il cor non si spaura ». Mais en tant que tesselle, bien que minimale, de l'œuvre apologétique, le fragment a, jusque dans ses plus petites parcelles, une portée sémantique précise, jusqu'au démonstratif, ces espaces qui le relient à la contemplation des espaces infinis, jusqu'au pronom personnel « m'effraie », qui ne se réfère pas au moi de l'auteur ni à un sujet universel, mais plus proprement à l'incroyant pour qui les cieux ne chantent pas la gloire de Dieu. L'exemple est des plus rebattus. Mais Olivier Joulin, dans un article, Pascal, le poète en prose,
racheter au domaine si moderne de la poésie en fragments, de la poésie en prose, des fragments que nulle lecture jusqu'à présent n'avait considérés comme particulièrement poétiques. Par exemple, le fragment 436 de l'édition Sellier. Contestation. Abel, Caïn. Moïse, magicien. Élie, faux prophète. Jérémie, Ananias. Michée, faux prophète. Jésus-Christ, pharisien. Saint Paul, Bar-Jésus. Apôtre, exorciste. Les chrétiens et les infidèles, les catholiques et les hérétiques. Élie, Enoch, Antéchrist. Toujours le vrai prévaut en miracle, les deux croient. Par rapport à ce regard nouveau, qui suppose toute la distance de notre modernité littéraire, un autre exégète, Laurence Usini, s'oblige à décentrer son regard et à considérer que ce même fragment était destiné à être englobé et réinvesti, voire à disparaître, dans le mouvement de l'écriture pascalienne. Il dit « Les raisons pour lesquelles de tels fragments nous retiennent et nous séduisent ont, semble-t-il, bien plus à nous apprendre sur la configuration des goûts qui sont devenus les nôtres que sur Pascal lui-même. » Cléopâtre, on le sait, est mentionné 3 fois dans les Pensées. Jean Ménard a démontré que la formule la moins brève est chronologiquement la dernière. Vanité, la cause et les effets de l'amour, Cléopâtre. Rien ne montre mieux la vanité des hommes que de considérer quelles causes et quels effets de l'amour, car tout l'univers en est changé, le nez de Cléopâtre. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Depuis quelle distance faut-il regarder le nez de Cléopâtre pour qu'il ait la juste grandeur? Depuis la distance d'une modernité absolue, fille de la rupture et de l'aventure, ou depuis celle d'une modernité définie comme conscience de l'antique, c'est-à-dire précisément de la distance qui nous sépare de l'antique. Et ici, l'antique n'est pas Cléopâtre, mais ce sont les intentions rhétoriques et philosophiques de Pascal. Notre question de la distance pourrait être reformulée comme une question tout interne au texte de Pascal. Distance entre les parties et le tout. Y a-t-il dans le livre que nous intitulons « Les pensées » des parties étrangères qui n'ont aucun rapport au dessin de l'ouvrage apologétique, tout ayant eu leur place dans la masse des pensées détachées. L'exemple le plus célèbre, l'on s'interroge encore si le fragment du Paris avait effectivement une place et laquelle dans l'argumentation apologétique de Pascal. Distance des parties entre elles. L'un des secrets du texte pascalien, tel qu'il nous est parvenu à travers les copies, est le sens de la fameuse table qui énonce les titres d'Élias à la manière d'une table de matière. Alors que des études décisives, celles de Laurent Thirouin entre autres, ont montré que la rationalité d'Élias n'est point celle régulière d'une succession de chapitres, mais celle d'une variation de point de vue et d'une démarche argumentative. Distance entre fragment et fragment, ou entre un alinéa et l'autre du même fragment, là où Pascal lui-même a inséré des signes de séparation, un trait de plume, des fleurons, etc., qui sont aussi le principe d'un rythme, d'un ordre. Et finalement, distance absolue des différentes vérités qui sont chacune l'ailleurs de l'autre, un ailleurs parfois dialectique et fondateur, selon un fragment plutôt obscur qui semble justifier l'écriture discontinue et atomisée
comme plus naturelle que l'imbrication du discours. Je le cite, « Ordre, la nature a mis toutes ces vérités en soi-même, notre art les renferme les unes dans les autres, mais cela n'est pas naturel, chacune tient sa place. » L'histoire même des éditions des pensées pourrait être racontée comme l'histoire d'une variation de la distance entre fragment et fragment. Je fais ici une petite synthèse. Je rappelle les 3 grands critères qui ont régi le travail des éditeurs et selon lesquels on peut classer les éditions pascaliennes. Premièrement, dès l'édition de Port-Royal, l'œuvre informe que la famille de Pascal aurait souhaité ne point publier a vu le jour sous la forme du recueil de pensées, s'inscrivant parmi ces genres de l'écriture morale que consacrait la célébrité de La Rochefoucauld et d'autres écrivains de forme brève. On a étudié la genèse, même l'invention des pensées de Port-Royal, un beau livre de Marie Pérouse. La même acribie pourrait s'exercer sur la genèse de pensées de M. Pascal, édité à la fin du XVIIIe siècle par Condorcet-Voltaire, le Pascal de Lumière, ou plus proche de nous, l'édition de Brunswick, obéissant elle aussi aux critères du groupement des pensées selon une rationalité thématique. Peu importe pour notre propos que cette rationalité thématique ait changé au fil des siècles, que les premiers éditeurs de Pascal aient privilégié les pensées sur la religion, en reléguant en deuxième position les pensées anthropologiques et morales. Peu importe que Condorcet-Voltaire supprime une bonne partie des fragments de l'édition de Port-Royal et oppose le géomètre, le génie de la roulette, au Pascal mystique de l'amulette, le mémorial. Que de son côté, Léon Brunswick, en philosophe averti, pose en ouverture des questions de méthode, géométrie et finesse, et situe comme pièce centrale du beau musée qu'il édifie à la gloire des pensées ce fragment du Paris peut-être étranger au mouvement de l'apologétique pascalienne. Ces tentatives, bien que divergentes, ont en commun un choix par rapport à la question de la distance. Le recueil de formes brèves valorise le discontinu, se prévaut de la digression, vit de la marge blanche. L'écriture moraliste se caractérise par une maîtrise de la distance, par une gestion sage des vides qui, comme dans une architecture bien concertée, font partie de la structure du texte. Les recueils de pensées ont une respiration régulière, quel que soit le format des éléments qui les composent. Inutile de souligner que cette maîtrise calculée de l'espace vide contredit radicalement l'image bouleversante de certains brouillons de Pascal. C'est ici que je vous propose de regarder les images, notamment ce fragment « Infini rien », le fragment du Paris, poussant dans toutes les directions possibles. Tantôt chaotique, vous le voyez, il est écrit dans toutes les directions. Tantôt beau comme un calligramme, étoilé, éclaté, avec des aphorismes fulgurants, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, qui ont été oubliées dans une marge, qu'on ne lit qu'en renversant la feuille, et que l'auteur n'a jamais retranscrit. Je le retrouve. Il faut aller là-haut, il faut se perdre dans ces lignes si confuses, disons, pour trouver des choses qui définissent l'héritage de Pascal, qui sont vraiment
la dimension pascalienne, et ces mots-là, Pascal ne les a jamais retranscrits. Mais l'on sait que depuis la première moitié du XIXe siècle, un deuxième critère a gouverné la philologie pascalienne, retrouver le plan de Pascal, en donnant par induction un corps textuel à cette apologie idéale qu'Étienne Perrier, au Philo de la Chaise, suggérait comme un simple horizon de lecture. Jusqu'alors, recueil de formes brèves, marquées par une pensée faible, les pensées ont été agencées comme un livre porteur d'une pensée forte. L'état fragmentaire serait alors accidentel, plus qu'inhérent à la nature de la pensée et de la rhétorique pascalienne. Quant à la distance entre les fragments, l'effet d'un tel choix, sensible jusque dans la disposition typographique, est la tendance à l'abolir. Un exemple assez récent et intrigant en est l'édition d'Emmanuel Martineau, qui a recomposé, interprétant des indices textuels, l'œuvre de Pascal, une bonne partie de l'œuvre de Pascal, sous forme de quelques grands discours. Les fragments collent entre eux, comme si la rhétorique périodique et la logique argumentative étaient le secret primitif de l'œuvre de Pascal, avant la catastrophe du découpage et celle définitive du collage sur les feuilles de l'ainsi dit recueil original. Dans ce genre d'édition, l'exemple qui mérite le plus d'attention est encore, je pense, l'ancienne Pléiade, cette édition Jacques Chevalier, qui, tout comme auparavant l'édition Brunswick, a influencé si largement la réception de Pascal pour une partie du XXe siècle. Elle a fasciné ses lecteurs par l'orchestration d'une musique de l'âme qui se déploie entre un incipit et un explicit également suggestif. Je lis, les hommes ont mépris de la religion, ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison, vénérable, en donner respect, la rendre ensuite aimable, faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, et puis montrer qu'elle est vraie. Ce sont les premiers mots de pensée dans l'édition Chevalier. Et voici les derniers. Eorum qui amant. Dieu incline le cœur de ceux qui l'aiment. Deus inclinat corda eorum. Celui qui l'aime, celui qu'il aime. Entre ce début et cette fin, entre les raisons de la recherche de Dieu et le mystère de l'accueil amoureux de la foi, le livre s'est déroulé comme une phrase, comme une unique phrase, avec une aisance qui a sa représentation typographique dans la suppression de toute distance d'un fragment à l'autre. Les blancs ne sont plus nécessaires. La stratégie rédactionnelle de Chevalier fait songer à un chef-d'œuvre de traduction, grâce auquel subsisterait, égale et différente d'elle-même, une œuvre qu'on aurait perdue dans sa langue d'origine. Mais inutile de le dire, un troisième critère d'édition règne incontesté aujourd'hui. Tout le monde sait que la philologie pascalienne a connu un tournant décisif vers la moitié du XXe siècle, grâce aux éditions fondées sur les deux copies qui reflètent aujourd'hui, mieux que le manuscrit original, l'image des papiers de Pascal tels qu'ils ont été retrouvés après la mort de l'auteur. Zacharie Tourneur, Louis Lafuma, Philippe Sellier, plus récemment Michel Le Guerne, ont pris au sérieux le défi posé par le désordre ou l'ordre provisoire de cet état d'avancement des travaux pascaliens, qui tout à coup a rendu inauthentique tout autre critère d'édition des pensées. Autour du livre de Pascal, le climat de la lecture a changé profondément. La discontinuité calculée
des recueils de formes brèves, ou bien le dépassement de la discontinuité typique des éditions à plan, ont cédé la place à des distances immaîtrisées dans un paysage fascinant et ravagé à la fois. Il est devenu évident que d'une certaine manière, le chef-d'œuvre de Pascal n'existe pas. Il en existe l'avant-texte, comme l'amas des ruines d'une ville jamais bâtie. La primauté de cet absolu littéraire, épave et semence à la fois, qu'est le fragment, a montré de façon impérieuse l'imbrication qui peut exister entre les deux niveaux de la philologie et de la philosophie dans l'exégèse de Pascal. Les oiseaux noirs d'interrogations sans réponse se sont envolés au milieu des papiers éparpillés. Pourquoi Pascal n'a-t-il pas achevé son ouvrage? Le fragment, forme expressive typique de la modernité, serait-il l'expression consubstantielle à une pensée tragique, comme l'a prétendu Lucien Goldman, comme on l'a dit pendant des décennies au XXe siècle? Pourtant, Goldman lisait Brunswick, ne lisait pas les dernières éditions. Quel Dieu se cache dans le clair-obscur de cet inachevé qui semble paradoxalement une plus grande beauté du texte pascalien? La déstructuration de la forme, la distance entre les fragments, les silences de l'écriture ont-ils eux aussi un pouvoir de signification pour le lecteur qui tremble au silence des espaces infinis? Mais demandons-nous encore les trois critères sur lesquels je me suis attardée, épuisent-ils les possibilités d'édition du texte de Pascal? Des évolutions se dessinent et des attentes qui font entrevoir que l'histoire infinie peut-être continuera. En 2003, le même Philippe Sellier, auquel nous sommes redevables d'une des éditions philologiques les plus sûres, celle qui est maintenant l'édition de référence, a lancé vers un public large une édition que des déplacements légers, motivés par des raisons internes, rendaient nettement plus lisibles et, disons, amis. Entre autres, un détail d'énormes conséquences, la suppression de la numérotation des pensées et donc des tables de concordance de plus en plus lourdes à la fin de chaque édition. Encourager une lecture fluide, en équilibre entre continu et discontinu. En fait, la mise en évidence de quelques grandes articulations des pensées obéissait à un critère nouveau, de plus en plus valorisé par ceux qui se penchent aujourd'hui sur le texte de Pascal. Les éditions philologiques dures et pures ont respecté des coordonnées essentiellement topologiques. Classés ou non classés, les fragments se disposaient dans un espace textuel bidimensionnel, celui-là même des copies, qui ont été prises comme des instantanées, témoignant de l'état des papiers de Pascal. Mais la dimension du temps s'avère, elle aussi, utile et pertinente. Les fragments ont un état présent, une mémoire, une réserve, une projection vers l'accomplissement. Jean Ménard, en offrant des aperçus sur les travaux préparatoires à son édition des pensées, a utilisé la figure d'une possible édition en relief, où la temporalité de l'entreprise pascalienne constituerait comme une troisième dimension du texte. Les lexicographes anciens soulignaient que distance n'est pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Et l'édition en ligne dont nous sommes redevables à l'équipe de Dominique Descottes montre que certaines utopies se réalisent parfois et que les secrets de la genèse des pensées peuvent se reproduire dans cet espace virtuel
où, grâce aux liens hypertextuels, l'idée même de distance est radicalement reformulée. Pour conclure cette première partie de mon exposé, je me borne à remarquer que l'extraordinaire approfondissement des connaissances philologiques pousse aujourd'hui l'effort critique dans des directions remarquablement divergentes, dont je donne ici seulement 2 exemples, choisis parmi les titres récents de la bibliographie pascalienne. En 2013, les Chroniques de Port-Royal publiaient un volume d'actes d'un colloque pour le 350e anniversaire de la mort de Pascal. Je vais... Le voilà. Intitulé « Relire l'apologie pascalienne ». Je montre la jolie vignette de la couverture qui illustre la pensée de Pascal, le plus grand philosophe sur une planche, etc. L'on remarquera que le livre des pensées y est littéralement coupé en 2 et que l'écart entre les 2 parties est traversé par un fil sur lequel avance, agile comme un équilibriste, le philosophe menacé de vertige. La teneur des contributions au colloque de haute qualité est telle que Tony Gerhardt, chargé des conclusions, ne peut que se demander, ironiquement, Pascal serait-il inutile et incertain? La fragilité du projet pascalien, la réversibilité de ses argumentations, la fragmentation du sens, le soupçon sur la notion même d'apologie ont éclaté au grand jour. Ce bilan, apparemment en pure perte, a pu être interprété comme un appel vers d'ultérieures recherches. Je cite ces conclusions. Après 3 siècles et demi de lecture passionnée, l'œuvre n'est pas mûre encore pour le consensus que la distance chronologique aurait pu engendrer. Retenons ce constat et ce défi. L'un des livres fondateurs de notre modernité n'est pas mûr pour le consensus de la critique. Puisque la juste distance favorable au bilan des intéressés n'est pas encore trouvée, travaillons à bien penser, conclut Tony Gerhardt, c'est-à-dire, à l'en croire la vignette de la couverture, marchons sur le fil qui relie le livre écartelé et qui se tient sur le vide et sur l'abîme. À l'extrémité opposée se situent les voix les plus ferventes qui alimentent par des bilans actifs, sans doute partiels, le débat sur les pensées. Scruté dans son écriture et dans ses procédés rhétoriques par Laurent Susini, dans ses principes de classement par Laurent Thirouin, et maintenant je ne cite pas d'autres, le texte de Pascal se révèle le lieu non pas d'une fragmentation, mais d'une infinie modulation du sens. Des totalités sont évoquées, compatibles entre elles, grâce auxquelles l'idée de l'unité du livre retrouve sa pertinence. D'autre part, Michel Serres, dans un essai célèbre, déjà vieux, disons, avait montré que la caractéristique de l'analyse de Pascal en mathématiques, en physique et en philosophie est la recherche de la cohérence entre différents points de vue. La juste distance elle-même pourrait être alors un leurre. Et mieux vaut pour le lecteur de Pascal de suivre l'ondulation de ce milieu, peut-être inconfortable, mais si humain, d'où les pensées apparaissent tour à tour comme une ville, une campagne, et comme des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis. Et d'où l'on peut s'attacher aux détails sans renoncer à l'ensemble et aux parties pour en savoir davantage sur le tout. Alors, j'arrête ici cette première partie, cette, disons,
un peu vaste introduction à la question du texte de Pascal. Et peut-être je propose quelques minutes d'interruption pour reprendre après avec ma deuxième partie qui va entrer un peu plus dans le vif, disons, de la question de la distance dans le texte lui-même, dans les fragments de Pascal. Merci. Quelques minutes.